Bonjour, je suis Florence Roubaud, la responsable du salon Natexpo, et je vous souhaite la bienvenue sur ce 7e épisode des webinaires Natexpo saison 2 que nous avons intitulé Je peux pas chez Natexpo. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que nous réunissons des exposants, des professionnels, des experts tous les mois pour aborder les différentes thématiques, les différentes actualités de la bio. Et aujourd'hui, vous êtes 600 à vous être inscrits pour découvrir avant l'heure tout ce que nous avons concocté pour cette prochaine édition de Natexpo, qui sera donc du 18 au 20 septembre à Eurexpo Lyon, dans moins de 3 semaines. Alors, pour commencer, une très brève présentation de l'ASPAS. L'ASPAS existe depuis une quarantaine d'années. C'est un organisateur de salons professionnels et grand public dédié au bio, au bien-être et à l'art de vivre. On totalise aujourd'hui à peu près 25 salons, 6 000 exposants et 500 000 visiteurs. Et puis, nous avons également une place de marché qui s'appelle cvelia.com et qui a pour but de faire vivre les exposants en dehors des périodes de salon. L'ASPAS accompagne également des institutionnels dans la mise en place de leurs événements. Donc, ça peut être des institutionnels comme Biocop, comme l'Agence Bio, comme la région Occitanie avec le salon Medfel, ou encore comme Natex Bio, donc pour l'organisation de Natexpo. Ça fait maintenant 10 ans que la fédération nous a confié l'organisation du salon. Nous en sommes très, très fiers. Nous l'avons bien vu grandir, se professionnaliser, se légitimer de plus en plus. Aujourd'hui, Natexpo Lyon a fait une très, très belle progression. Alors, ce n'est pas encore terminé, mais on tablait sur 850 exposants, 1800 exposants et marques, et on y est. On est aux 850 exposants, ça représente 28% d'augmentation par rapport à la dernière session de Lyon il y a 2 ans. Et on a une progression de surface aussi de l'ordre de 20%. Donc, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. L'équipe est extrêmement fière de vous délivrer un salon pareil, encore plus par les temps qui courent, évidemment. Donc, Natexpo, c'est un salon de filière où tous les secteurs sont réunis, depuis l'alimentaire qui représente une grosse partie du salon, une grosse moitié du salon, la cosmétique qui pèse pour un peu plus de 15%, les compléments alimentaires, tout ce qui permet d'équiper le magasin, tout ce qui est ingrédients, et puis aussi les écoproduits et les écoservices. Donc, les visiteurs, les exposants viennent là pour faire des affaires, pour signer des contrats, mais ils viennent également pour se tenir au courant des dernières tendances du secteur, puisque c'est un secteur qui est extrêmement innovant. Ils vont découvrir ça sur la Galerie des Nouveautés, mais aussi sur les près de 200 conférences qui permettent justement de découvrir les dernières réglementations, les dernières tendances du secteur. Voilà, donc avant de laisser la parole à Antoine Lemaire, j'attire votre attention sur le fait que sur la partie droite de votre écran, vous avez un chat à votre disposition pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez et auxquelles nous répondrons avec plaisir. Donc Antoine, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Florence. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'ai effectivement le plaisir de repartir. Peut-être, je crois que ça va être mon troisième présentation, troisième modérateur en tant que modérateur pour le webinaire. Alors, aujourd'hui, avant de me présenter et rentrer un peu dans le vif du sujet, donc, on va travailler sur différents domaines, entre autres sur la partie un peu du local et puis tout ce qui est cosmétique premium. On verra qu'il y a 2 parcours spécifiques qui ont été mis en place. Alors, pour me présenter, Antoine Lemaire, donc je suis co-créateur avec Philippe Delrand donc du magazine professionnel Biolinéaire, qui est un magazine historique et de référence du secteur de la distribution spécialisée bio. Ces origines remontent quand même assez lointaines parce qu'au départ, c'était dans les années 1964 avec un journal qui s'appelait Agriculture et Vie à l'époque, qui avait été fondé par mon grand-père Raoul Lemaire, un des pères fondateurs de l'agriculture biologique. Alors, c'est un journal plutôt militantiste avec pour objectif de faire reconnaître la bio, déjà, même si elle est reconnue aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de précurseurs qui se sont battus pour qu'elle soit vraiment reconnue officiellement, et ensuite au niveau européen et mondial, bien sûr. Et l'objectif, c'était aussi d'alerter les agriculteurs, les fabricants, les commerçants, tous les institutionnels, les politiques aussi sur les dangers de l'agriculture. À l'époque, on parlait plutôt de chimique, et toutes les conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'environnement et la santé. Et on voit bien aujourd'hui les problèmes de sécheresse, etc., la concentration de pesticides dans les eaux. Enfin, il y a pas mal de débats autour de ça. Alors, nous, les premières relations avec Natexpo sont assez lointaines, parce qu'à l'époque, ça s'appelait à l'époque Dietexpo, date de 1987, au moment de la reconnaissance officielle du cahier des charges en France, de l'agriculture biologique. Et c'est à ce moment-là où Agriculture a évolué pour devenir bio du sol à la table. Donc, était un journal un peu plus,
transversale qui s'adressait aussi bien à des consommateurs avertis, mais aussi à des professionnels. Et c'est pour ça qu'avec Philippe Delrand, dès septembre 2005, donc à l'occasion du Salon Natexpo, on a lancé le biolinéaire qui s'est intéressé plus particulièrement centré vers une cible de professionnels et en particulier la distribution spécialisée bio, parce qu'on estimait, et on l'estime toujours, qu'à l'époque, le bio, effectivement, doit passer par du conseil, par une sélection de produits, un aspect qualitatif. Et c'est tout j'allais dire, peut-être l'enjeu aujourd'hui qui est remis, qui doit certainement se remettre en question. Alors, plus de 17 ans après, parce que donc de 2005, on va fêter nos 17 ans à Natexpo prochain. On vient de sortir notre 103e numéro. Donc, le contenu colle, si vous voulez, au plus près du secteur avec des dossiers produits, des informations marché, ainsi que de nombreuses rubriques spécifiques, que ce soit les nouveautés, les focus, les conseils en magasin, enfin voilà, tous les compléments alimentaires. Bon, on est assez ouvert sur plein de dossiers, mais toujours sur le côté B2B. Alors, on a une ligne aussi éditoriale un peu atypique parce qu'on crée beaucoup d'informations. On fait aussi de la reprise d'infos, mais on a aussi tout un ensemble d'experts qui travaillent avec nous, qui sont dans différents domaines. On est vraiment très spécialisé sur, par exemple, le cosmétique avec des opérateurs ou des spécialistes, des consultants, et ce qui nous permet, entre autres, d'alimenter depuis maintenant 7 ans le forum des biotendances, donc à Natexpo, donc qui est un programme de mini-conférence qui est basé sur des échanges entre professionnels avec un espace de discussion, des experts métiers, etc. Donc, enfin, pour terminer, notre lectorat nous est constitué essentiellement de magasins bio et alternatifs, nous, ce qu'on appelle les épiceries alternatives de proximité, mais aussi des fabricants, des grossiers, des distributeurs, aussi des institutionnels, des gens aussi de la grande distribution. Et on distribue maintenant, depuis 2007, sur la Belgique et la Suisse, qui sont aussi deux marchés qui sont assez représentatifs en bio. Donc, voilà. Alors, donc, je remercie encore l'ASPAS de m'avoir fait confiance pour nous, tout le partenariat qu'on a. Pour ce 7e webinaire, donc, s'intéresse aujourd'hui plus spécialement à deux tendances fortes qui feront l'objet cette année d'un parcours thématique spécifique. Donc, c'est bien une nouveauté parmi d'autres, donc le local et ce qu'on appelle la cosmétique naturelle et bio haut de gamme avec cette dénomination qu'on appelle épure. Alors, pour illustrer, avant de présenter nos trois invités, on a donc 3 intervenants qui vont participer à ce webinaire, pour un peu plus rentrer dans le détail. Donc, Valérie Mazoyer, donc, de la société Lafare, de 1789, donc, qui propose des soins de cosmétiques premium, donc, qui sont fabriqués en Provence. Et pour cette entreprise, c'est une première participation au salon. Donc, on lui posera tout à l'heure la question du pourquoi et du comment. Et elle sera présente dans l'espace Grand Bain, mais je vais lui donner la parole tout à l'heure. Ensuite, on aura Aude Bantas, donc, qui est responsable marketing et communication de la société CQFD, qui a entre autres créé la première filière de blé dur en circuit court en Île-de-France et qui commercialise des pâtes, des ravioles. Et elle vous expliquera aussi. Et là aussi, même chose, dans l'espace Grand Bain, première participation donc à Lyon. Et enfin, Thomas Vivien-Merle, qu'on connaît plus à Natexpo sur la partie lyonnaise, parce qu'il est vraiment sur un côté très local autour de la région lyonnaise. Donc lui, c'est sa 3e participation. Et donc, Thomas a fondé Le Relais Local, donc est une plateforme de producteurs qui regroupe une centaine de producteurs bio et locaux. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander, entre autres, à chaque participant de se présenter en 2 minutes. Voilà un petit peu de la présentation de votre société. Je vais commencer par Valérie. Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette invitation, honorée. Donc, moi, c'est Valérie Mazoyer. Donc, on est sur notre marque Lafare 1789 qui a vu le jour en 2014. Alors, Lafare 1789, c'est une histoire de personnes, de passionnés
Elle est née donc dans notre masse familiale, d'où le nom. On a voulu associer la richesse de la connaissance de Laurent, qui a baigné dans la cosmétique grâce à ses parents pharmaciens, à Yanis, qui est un fou de technologie, de travail sur la production, et moi-même, donc, qui pendant des années, j'ai un petit peu baroudé dans le monde entier pour voilà, avoir une performance dans la beauté de la peau, les conseils de beauté et les ingrédients qui sont utilisés un petit peu partout dans le monde, qui nous a permis, grâce à cette richesse de personnes, de créer la Phare 1789. Alors, à travers cette cosmétique, on a voulu aussi faire transparaître notre région, la Provence. La Phare parce que notre masse familiale est construite sur une colline qui se prénomme la Phare, et 1789 parce que notre masse familiale a vu le jour en 1789. Donc une histoire de passionnés, à la fois dans de la cosmétique pour toute la famille, de la cosmétique performante, et bien sûr pour nous ça avait du sens d'être certifié naturel et bio. D'accord. Alors ensuite, Aude, merci. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci également pour l'invitation ce matin. Donc, je suis Aude Bantas-Lefebvre et je viens représenter aujourd'hui la société CQFD, qui est une toute nouvelle marque de pâtes sèches, pâtes fraîches, ravioles et sauces bio. Le tout fabriqué en circuit court en Île-de-France à base d'ingrédients bio et locaux, puisque pour ce projet, comme Antoine le précisait tout à l'heure, nous avons créé donc la filière blé dur bio d'Île-de-France, qui a été vraiment créée spécifiquement pour ce projet. Donc c'est une toute nouvelle marque dans le sens où on commence notre commercialisation, mais c'est un projet qui se construit maintenant déjà depuis un peu plus de 2 ans, et donc qui est l'initiative de Frédéric Bonomo. Donc là aussi, il y a une histoire de passion. Frédéric donc, a une formation culinaire à la base. Il a été notamment au tout début de carrière le maître d'hôtel de Jacques Chirac à l'Élysée. Il a eu son propre restaurant, puis il a évolué plutôt dans l'hôtellerie jusqu'à être donc directeur d'hôtels, de beaux hôtels notamment parisiens. Et puis, il a eu envie de retourner à ses premières amours et surtout à sa passion des bons produits. Puis ça faisait quelques temps que l'envie d'entreprendre dans l'agroalimentaire germait dans sa tête. Et puis voilà, il a eu l'idée de lancer ce projet, donc tout un concept autour de l'expérience autour des pâtes, qui est un produit simple, gourmand, qui parle à tout le monde, mais qui peut être un plat d'exception. Donc voilà, et donc CQFD, c'est un acronyme qui reprend les adjectifs qui portent les valeurs de la marque et qui définit nos pâtes et nos sauces, puisque donc ici, ça signifie créative, qualitative, française et durable. Voilà. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai d'autres questions à vous poser un petit peu plus tard. Alors ensuite, Thomas Villemerle, donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi effectivement d'être là parmi vous ce matin. J'ai créé le Relais Local il y a à peu près 5 ans. Donc le Relais Local, on est une plateforme de distribution de produits bio et locaux. Donc, on fait le lien entre des petits producteurs qui font des bons fromages de chèvre, des bons saucissons, des bons légumes, mais dont ce n'est pas forcément le métier d'aller prendre leur petite camionnette pour aller livrer chaque magasin un par un pour les réapprovisionner. Donc, nous, on fait le lien entre ces producteurs-là et les magasins spécialisés bio qui veulent un assortiment plus complet en produits locaux, mais qui n'ont pas forcément ni le temps ni la capacité, effectivement, à s'approvisionner en produits locaux. Donc, nos clients en magasins spécialisés s'approvisionnent régulièrement auprès de leur centrale d'achat, auprès de grossistes nationaux, et effectivement aller un peu à la pêche aux producteurs locaux, c'est pas toujours évident, notamment en termes de logistique. Donc nous, on est là vraiment pour faire le lien entre ces producteurs-là en amont et les magasins spécialisés et commercial de la région Rhône-Alpes. Notre périmètre de jeu, c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on travaille avec une centaine de producteurs, donc à la fois en fruits et légumes, produits d'épicerie, produits frais, non alimentaires,
L'idée pour nous, c'est reconstituer un assortiment le plus complet possible en produits locaux pour en fait aller occuper chaque unité de besoin. Nous, l'assortiment rêvé, idéalisé qu'on aimerait retrouver en magasin, c'est d'avoir à chaque fois effectivement une marque nationale, éventuellement une marque propre et proposer une alternative en local pour chaque unité de besoin. Donc notre rôle, effectivement, il y a une grosse partie sourcing liée en amont avec nos producteurs, développement de filière pour effectivement essayer d'aller chercher tous ces beaux producteurs, tous ces beaux produits, toutes ces belles marques pour les proposer au réseau spécialisé. Donc voilà, on a beaucoup de magasins indépendants, des chaînes comme Botanique, beaucoup de magasins du réseau Biomonde. L'idée, c'est proposer et vraiment faciliter l'approvisionnement en produits locaux. On ne se considère pas tellement comme un grossiste, on se considère plus comme une entreprise de service, au service de nos producteurs et au service de nos magasins spécialisés. Donc, on a un entrepôt qui fait à peu près 1000 m² qui se trouve dans la région lyonnaise et on va livrer du coup les magasins en A pour B, donc tous les jours de la semaine, avec un franco relativement bas pour faire en sorte que tous les jours, nos clients puissent avoir un colis de salade le plus frais possible en circuit court et pour qu'ils puissent effectivement, eux, se consacrer à la vente et pas forcément à aller passer 50 commandes auprès de 50 petits producteurs, gérer les francos, gérer les livraisons et les facturations. Donc, on est vraiment en rôle de facilitateur pour nos clients magasins. Donc voilà, c'est le local, effectivement, c'est la thématique du jour. On aura l'occasion de te reposer des questions par rapport un peu à cette problématique, hein, même si on voit que, et c'est pourquoi, j'allais dire aujourd'hui, Natexpo a créé des parcours thématiques hein, qui sont très importants parce qu'ils sont bien sûr liés à toute la partie, j'allais dire, tendance. Hein, on l'a vu évoluer. Hein. Aujourd'hui, il y a 6 parcours thématiques hein, qui sont proposés sur le salon. Hein. Donc, il y a la restauration bio, il y a les marques distributeurs, le végan, le zéro déchet. Et donc, depuis cette année, donc Épure et le local. Alors, ce qui est important, parce qu'il faut aussi, on est là aussi pour mettre en avant aussi le salon, donc pour faciliter aussi, j'allais dire, le visitorat. Ces parcours sont une des clés de visite du salon, hein, parce qu'ils ont été mis en place essentiellement pour faciliter la découverte des visiteurs et optimiser la visite des professionnels selon leur centre d'intérêt. Ça, c'est très important. Alors, il a été conçu grâce aux activités déclarées par les exposants hein, et en fin de compte, on va directement sur les stands des professionnels dédiés à ces 6 univers pour gagner du temps. On sait très bien que dans les salons, la difficulté parfois, c'est de s'orienter quand on a un peu de temps parfois, même si aujourd'hui, le salon est maintenant passé sur 3 jours. Donc, c'est quand même un élément très important pour bien s'orienter et faciliter, j'allais dire, et optimiser sa visite. Alors, c'est pour ça, Florence, est-ce que tu peux nous donner un peu le nombre d'inscrits sur ces 2 nouveaux parcours aujourd'hui à date? Oui, tout à fait, Antoine. Sur ces 2 nouveaux, donc c'est effectivement, comme tu le disais, basé sur du déclaratif exposant. Donc, on regarde quand même ce qui se dit, mais globalement, il n'y a pas d'erreur majeure. Sur le local, cette année, on a 230 exposants sur les 850 qui se sont inscrits sur du local. Et sur Épure, on en a une trentaine. Voilà, parce que on est vraiment sur de la niche. Hein, sur Épure. Ça montre bien que les parcours, ils sont très, très adaptés et en cohérence avec les tendances à venir donc dans la filière et le secteur du bio et du diététique ou du cosmétique. Hein. Voilà. Alors, donc, avant de rentrer vraiment dans le sujet, je voulais poser une question parce que je pense qu'elle est importante et je la poserai aux 3 intervenants. Elle est d'ordre un peu plus général. Hein. Bon, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ou à reprendre un stand à Natexpo hein? Je sais que pour Aude et Valérie, c'est une première, si je peux dire. Thomas, ce sera sa 3e implication. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pensez, vous, un peu de la présence de ces parcours thématiques? Voilà. Donc Valérie, Aude et Thomas. Alors, je vais commencer, si vous voulez. Alors d'abord, on a été pendant quelques années visiteurs de Natexpo, c'est un salon qui nous a enrichis, qui nous a permis aussi de devenir ce que l'on est aujourd'hui, de voir à la fois des stands sur l'alimentaire ou sur la cosmétique, où ça permet nous aussi en tant que marque de se nourrir. Et il fallait aussi que nous, on s'assoie et qu'on prenne la bonne direction. La qualité du salon, le fait qu'il y ait aussi les labellisateurs les labels et les certificateurs, c'est important pour nous pour être force de représentation et de répondre aux questions des visiteurs qui peut-être n'ont pas une
connaissance parfaite du bio et du naturel. Donc aujourd'hui, pour nous, d'être dans Natexpo, c'est qu'on a envie d'avoir une présence forte dans notre philosophie du bio, qui pour nous, Natexpo, c'est le salon qui le représente. Un sérieux, une qualité de stand. Et les visiteurs, pareil, on sait qu'on va avoir des visiteurs qui viennent chercher une réponse à leurs attentes. Et on est persuadé que le fait d'avoir fait aujourd'hui ces espaces, comme vous dites, ça fait gagner du temps, ça permet pour nous une meilleure visibilité. On attend aussi, nous aussi, de belles rencontres. On a prévu aussi des rendez-vous avec des exposants. Et là, on communique beaucoup parce qu'on a à la fois une typologie de clients pour notre marque qui est différente. On a à la fois les magasins bio. On essaie aussi d'aller chercher les esthéticiennes et les spas parce qu'aujourd'hui, ils s'orientent aussi vers le bio parce que c'est plus une tendance, mais c'est une vraie valeur de vie. Donc, on espère que Natexpo, grâce à cette nouvelle orientation, va faire venir de nouveaux visiteurs et qu'on sera à l'image d'un vrai bio et d'un vrai naturel. Tout à fait, d'accord. Très bien. Alors pour Aude, nous, en ce qui nous concerne, il y a plusieurs arguments et plusieurs objectifs à notre participation. Nous, effectivement, on est allé à Natexpo en tant que visiteur aussi. Pour nous, c'est le salon de référence pour les produits. Comme je disais, on est une toute nouvelle marque, donc on a besoin de se faire connaître. Et c'est un salon qui a le mérite de réunir tous les acteurs de la bio, tous les maillons de la chaîne, j'ai envie de dire, quelque part. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était important d'y être. C'est l'occasion de prendre un peu la température du marché, hein, même si la commercialisation est déjà lancée de notre côté et que les échanges avec les professionnels ont déjà débuté. Mais c'est vrai que ça permet de voir ce qui se fait. On a cette envie aussi d'intégrer un écosystème de la bio française, de rencontrer des acteurs qui partagent les mêmes valeurs, d'échanger, de se nourrir de retours d'expérience. Il y a un aspect aussi qui est beaucoup plus terre à terre, mais qui est très important quand on est une jeune entreprise et qu'on se lance. Participer à des salons, ça a quand même un coût qui est très important. Et c'est vrai que Natexpo, via cette offre du grand bain, une offre qui est en termes de budget pour une jeune entreprise est accessible, avec des solutions logistiques, on va dire, des formules un peu clés en main qui ont quand même grandement participé, ou en tout cas nous ont beaucoup aidé dans notre décision de participer cette année pour la première fois. Donc on a hâte d'y être. D'accord. Bon, alors Thomas, toi, si tu reviens une troisième fois, ça veut dire que tu as été satisfait auparavant? C'est qu'on était plus que satisfait jusqu'à présent. Effectivement, Natexpo, depuis toujours, c'est une réunion incontournable, je trouve, de la famille de la bio. Je trouve que quand on rentre dans ce salon-là, quand on monte ou descend les marches d'escalier, quand on rentre dans la porte, on a toujours effectivement une température, une ambiance qui se dégage, une énergie qu'on va chercher aussi effectivement auprès de nos clients, auprès d'autres fournisseurs, et qu'on arrive à retrouver. Voilà, on se retrouve un peu entre nous. Ça fait du bien un petit peu d'échanger sur nos victoires, sur nos défaites, sur nos craintes, sur nos espérances. Et voilà, pour nous, c'est un rendez-vous plus qu'incontournable. C'est la 3e édition à Lyon. On était dès la première. Nous, en tant qu'acteur régional, on se devait presque une obligation d'être présent. On représente un certain nombre de marques également de la région. Donc, pour nous, ça nous paraît plus que légitime d'être présent sur le salon. On voit à la fois des nouveaux clients. C'est quand même le but aussi de développer un peu l'activité, mais c'est aussi le moment de voir nos clients habituels sous un format un petit peu différent, un peu plus convivial. Je trouve que Natexpo arrive à garder ce côté convivial. On n'est pas qu'un salon professionnel où on va faire des contacts. On arrive à prendre du temps pour échanger. Il y a le côté off avec éventuellement les apéritifs organisés le soir, les conférences. En fait, il y a une diversité de points d'accroche pour les visiteurs qui me semble très intéressant et qui permet effectivement d'aller glaner le produit, le nouveau produit, d'aller glaner effectivement des informations. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse dans l'année. Donc à Lyon, c'est une fois tous les 2 ans. Donc pour nous, c'est évident d'avoir un stand chaque fois que le salon se tient sur la région lyonnaise. On est ravis en tout cas que l'organisation ait choisi Lyon pour dupliquer le salon parisien et en créant une édition additionnelle. Voilà, ça permet vraiment de garder cette récurrence
une fois par an. Une fois tous les 2 ans, c'était un petit peu léger. Et le fait d'alterner Paris-Lyon, on trouve ça vraiment très, très enrichissant pour tout le monde. Alors, un petit mot sur le parcours local. Est-ce que toi, il y a déjà plus de 230 inscrits et quel est ton avis? Effectivement, c'est une vraie cohérence par rapport aux recherches et je trouve que c'est encore plus cohérent quand on va délocaliser le salon en région. Le salon, effectivement, le cible à un certain nombre de petits producteurs. Je sais que moi, j'ai beaucoup des producteurs avec lesquels on travaille qui seront également présents sur le salon. Et donc, ça leur permet d'avoir une visibilité qui est assez forte. Voilà, qu'on soit une grosse entreprise ou qu'on soit la petite marque qui vient de se lancer, tout le monde a sa place sur le stand Natexpo, sur le salon Natexpo. Tout le monde a à peu près la même visibilité. Et les acheteurs, les magasins vont prendre le temps d'aller voir un petit peu tout le monde. C'est la richesse de notre secteur d'activité, la richesse de la bio, de laisser la chance à toutes ces jeunes marques. Et s'il y en a plus de 250 inscrites, c'est bien que voilà, c'est qu'elles prennent le temps et l'investissement et en temps et en argent pour s'inscrire sur le salon. Et voilà, on est relativement fiers de l'écosystème qui est en train de se mettre en place dans la région Rhône-Alpes. Et voilà, ce salon-là, on est un peu la synthèse. Merci à toi, Thomas. Alors, donc là, pour un peu rentrer dans le vif du sujet autour du local, hein, j'aurais moi une question à Aude et à Thomas. Parce que bon, la construction, mine de rien, et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Florence, hein, la définition du local n'est pas toujours évidente, hein, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs définitions, chaque distributeur a la sienne, bon, mais on a quand même quelques pistes. Et vous, aussi bien Aude que Thomas, quelle définition vous donnez, vous, au local, par rapport à votre clientèle, par rapport à peut-être comment dire, un kilométrage autour d'un point, etc. Quelle est votre définition à vous? Alors, dans notre cas, il n'y a pas véritablement de définition. C'est un peu le souci du local. Il y a juste cette envie d'être cohérent et d'aller chercher les produits au bon endroit. Nous, dans notre cas, le local, c'est du régional, en fait, puisque, comme je le disais tout à l'heure, donc on a créé la filière blé dur bio d'Île-de-France pour ce projet. Il faut savoir que le blé dur, c'est un peu un challenge parce que le blé dur en Île-de-France, c'était pas gagné d'avance. Et il faut savoir que le blé dur, il est majoritairement situé dans le sud de l'Île-de-France. Donc, quand je dis la région, finalement, on se concentre, en tout cas sur le blé dur, sur tout le sud de la région. Donc voilà, pour nous, oui, c'est vrai que c'est plutôt régional. Demain, si on doit avoir des débouchés supplémentaires ou un besoin sur la région, on ne se ferme pas tout à fait la porte non plus d'aller le chercher dans des départements limitrophes, sachant que nous, on est tout à l'est de l'Île-de-France, puisqu'on est en Seine-et-Marne. Donc en fait, c'est juste une logique d'aller chercher le produit au plus près, j'ai envie de dire. Dans CQFD, tout à l'heure, je le disais, le F qu'il y a dans CQFD, on aurait pu le mettre pour francilien, on a fait le choix de l'appeler français. L'idée, c'est de se fournir, parce que bon, il y a la partie pâte, mais comme je disais, on va faire des ravioles et des sauces, donc on va aussi avoir besoin de légumes, de viande. Il y a des produits qu'on aura des difficultés à aller chercher sur le territoire. Je pense notamment, par exemple, à des produits carnés. Aujourd'hui, trouver du bœuf bio en Île-de-France, ça peut poser une difficulté. Donc, même si notre gamme sera majoritairement végétale, l'idée, c'est d'aller chercher ces produits qui ne sont pas disponibles sur le territoire, peut-être un petit peu plus loin. Et puis, ne pas se fermer la porte peut-être sur des recettes un peu plus créatives, sur des éditions limitées. Si on a envie d'aller travailler un produit de la mer, bien entendu, on ne va pas pouvoir aller le chercher en Île-de-France, comme vous vous en doutez. C'est juste allier le bio au local au maximum pour être dans une certaine logique, mais dans tous les cas, c'est avant tout régional, c'est un petit peu national, mais dans tous les cas, pour tout ce qu'on fait, même au niveau de nos fournisseurs, etc., on ne dépasse pas les frontières de la France. Bon, et pour toi, Thomas, c'est un kilométrage, c'est une région, c'est… Alors, volontairement, on n'a pas voulu partir sur un kilométrage, parce que c'est toujours délicat. Nous, on est parti plutôt sur une acceptation également régionale, région Auvergne-Rhône-Alpes.
un petit peu pour effectivement des raisons un peu similaires à ce qu'énonçait également Aude, dans le sens où effectivement on a une typologie de territoire avec des produits qui ont plus ou moins de capacité à être produits ou poussés dans telle ou telle partie du département ou de la région. Donc mettre une limite en termes de nombre de kilomètres, ça peut parfois être un peu trop dogmatique. Alors il faut savoir que le mot locavorisme, historiquement, il avait été inventé par une américaine dans les années de mémoire 70 qui avait décidé, ou années 80, je ne sais plus, qui avait décidé effectivement de consommer, elle habitait Los Angeles, je crois, San Francisco, elle avait décidé de consommer dans un périmètre de 100 miles autour de sa ville. Donc ça fait 160 km et quelques. Bon, après, c'est à américain, c'était effectivement une approche, et en fait, c'est elle la première qui a utilisé le mot locavorisme. Après, je dis attention effectivement à édicter un nombre de kilomètres. Est-ce que c'est par effectivement ligne droite, est-ce que c'est par la route? Chacun a sa propre définition. Moi, j'ai certains clients qui ont édicté la règle effectivement des 150, non, même des 100 kilomètres. J'ai un producteur, moi, qui est basé de Kiwi, qui est basé à 102 kilomètres. Et donc, ils vont décider finalement de ne pas travailler ce producteur-là avec nous. Donc, ils vont plutôt préférer un Kiwi qui va venir de 350 kilomètres parce que le kiwi local ne rentre pas dans leur définition parce qu'il est à 2 km plus loin que leur zone. Donc finalement, ça va se faire au détriment du producteur qui est quand même le plus proche. Donc attention à mettre des règles trop strictes. Le consommateur, quand on leur pose la question, il semblerait que l'acceptation régionale soit comprise et soit poussée. Après, voilà, il faut essayer d'être cohérent, il faut essayer d'être le plus pertinent possible dans son choix. Dans la logique également de produits locaux, pour moi, il y a aussi une notion de produit artisanal, produit de qualité. Alors, le mot n'est pas défini en tant que tel, mais voilà, il y a aussi un vrai savoir-faire à défendre, côté artisanal, et côté artisanal également à mettre en avant. Donc, c'est tout cette sémantique qu'on doit essayer de pousser. Effectivement, il y a aussi une histoire à raconter, il y a toutes les valeurs qu'on met derrière. Donc voilà, il n'y a pas que juste une définition d'un nombre de kilomètres, c'est quelle valorisation de l'offre, quelle histoire on raconte derrière. Et voilà, je préfère qu'on passe du temps à expliquer l'histoire de chaque producteur plutôt que de se dire il est à 151 au lieu de 149, donc je prends ou je ne prends pas. C'est pour ça que j'avais une question, parce que selon une étude qui avait été faite en 2021, on avait un chiffre qui était quand même assez important. 77% des consommateurs préféraient un produit local à un produit bio. Alors comment vous voyez, aussi bien Aude ou Thomas, cette évolution? Comment est-ce que la tendance, que le local devra être bio obligatoirement? Parce qu'on le voit bien sur certains types de distribution, le local a un petit peu étouffer un peu le bio par rapport à l'attitude de certains consommateurs. Alors, est-ce que, comme on dit, le bio, le local, c'est bien, mais le bio et le local, c'est idéal. Hein. Exactement, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Bio local, c'est l'idéal. Après, ça va dépendre de la typologie des consommateurs. Un consommateur bio, par définition, va faire attention à la liste des ingrédients, à l'origine du produit. Donc, le fait que ce soit un produit le plus proche possible de son lieu de consommation semble être cohérent. Il ne faut pas forcément les opposer. On a des producteurs locaux qui ne sont pas bio, qui font des très bons produits. On a des producteurs bio qui font venir des produits de très très loin. Voilà, il ne faut pas forcément opposer les deux termes. L'idéal, c'est les deux, effectivement. Ça va dépendre après la typologie des produits. J'aurais quand même tendance à dire que local n'est pas labellisé, ce n'est pas un signe de qualité. Un producteur local, même si c'est votre voisin, même si vous le connaissez bien, on ne sait pas du tout comment il travaille, on n'est pas allé l'auditer, voilà, le terme local n'est pas légiféré. Le terme bio, quand même, reste une garantie pour moi d'avoir un produit sain, et c'est quand même aussi quelque chose de primordial pour moi. Le bio, c'est ma définition, c'est ma façon aussi de voir les choses. Ça reste un prérequis indispensable, et après, éventuellement, on décline ça en artisanal, en local, voilà. Attention effectivement à mettre un signe qualitatif derrière le local, ce n'est pas toujours le cas, sachant qu'il n'y a pas de définition et sachant qu'il n'y a personne qui va contrôler derrière la qualité des produits. Tout à fait. Alors, Aude, pour vous, pour garantir, j'allais dire, un produit, parce que vous, votre produit est bio et local, quelle est un peu votre démarche au sein de CQFD au niveau du sourcing, de la traçabilité? Comment vous êtes organisé pour ensuite travailler avec un meunier? Enfin, il y a eu un gros travail, une démarche importante dès le départ aussi. Oui, tout à fait. En fait, nous, si on remonte à la genèse du projet, en fait, l'idée première était de s'assurer qu'il y avait un débouché pour cette typologie de produits sur l'Île-de-France.
Et donc, on a pu s'assurer assez rapidement, notamment au niveau des collectivités, qu'il y avait ce débouché. On s'est intéressé au volume qui était nécessaire. Et puis, on est remonté comme ça un peu acteur par acteur. Alors, on a testé la viabilité du projet. D'ailleurs, il y a un besoin sur les collectivités, mais quel prix d'achat sont-ils prêts à mettre pour du bio et pour du local? On va voir les agriculteurs, quels sont vos coûts de production, et on remonte tous les maillons de la chaîne comme ça et on se demande est-ce qu'on peut créer une filière, est-ce qu'on peut créer ce projet pour qu'il soit rémunérateur pour tout le monde, pour tous les maillons de la chaîne, et c'est comme ça que c'est créé la filière. Donc, dans les acteurs de la filière, on a deux coopératives avec lesquelles aujourd'hui on collabore, qui nous mettent en lien avec les agriculteurs, qui planifient avec eux les volumes de blé à emblaver en fonction des débouchés qu'on estime à l'avance. Et ensuite, ils font ce rôle de collecte, de stockage, d'homogénéisation des lots constantes pour la fabrication des pâtes. Ces lots-là sont envoyés aux moulins bourgeois qui sont situés en Seine-et-Marne, à Vers-de-l'Eau. Et donc, nous, après, on récupère cette semoule, parce que le blé dur est transformé en semoule, pour transformer nos pâtes. Donc, tout se fait vraiment en Seine. Enfin, le blé dur vient d'Île-de-France. Après, tout le cheminement se fait uniquement dans le 77 en Seine-et-Marne. Donc, nous, c'est comme ça qu'on s'assure le côté local du blé dur. Après, pour tous les ingrédients qui vont rentrer plutôt dans la composition des farces et des sauces, là aussi, on va travailler avec des coopératives qui travaillent avec des producteurs locaux. Donc, chez nous, ça veut dire francilien. Pour tout le reste du sourcing, on demande à nos fournisseurs de s'engager par écrit sur la qualité des produits, la traçabilité. Voilà un peu comment on sécurise. Il y a plusieurs points de contrôle tout au long de la chaîne de production, j'ai envie de dire. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour revenir au bio et au local, pour nous, la bio, quelque part, devrait être une norme, mais elle n'a de sens que si elle est alliée au local. Et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance des achats en local qui augmente, en bio ou en pas. Mais en tout cas, je pense que c'est dans tous les cas une démarche responsable du consommateur, ce qui est déjà très important, de se dire au moins j'ai la certitude que ce qu'il y a dans mon assiette là n'a pas fait 3 fois le tour de la Terre en cargo, en avion, en bateau avant d'arriver dans mon assiette. Donc on est déjà sur une démarche éco-responsable et c'est alors bien sûr du bio plus du local, c'est comme disait Thomas, c'est vrai, ce serait vraiment l'idéal quoi. D'accord. Alors, avant de poser une question à Valérie, sur la partie donc cosmétique premium, j'avais une question à poser à Thomas. Donc, la part du local en magasin bio reste plutôt limitée et très différente selon les magasins, parce que nous, les études qu'on a pu faire auprès des différentes enseignes, on s'aperçoit que ça va de 5 à 30%. Après, ça dépend effectivement des situations géographiques, s'ils sont en province, en région parisienne. Mais bon, j'allais dire, la définition, enfin le pourcentage n'est pas toujours facile à mettre en place. Bon, nous, on a fait dernièrement un dossier sur les fruits et légumes bio en magasin. Bon, on s'aperçoit qu'effectivement, la part du local représente à peu près 21%. Donc, et la question, souvent, quand on pose la question au magasin, trouver du local, souvent, c'est pas toujours très compliqué. En revanche, c'est difficile à gérer, voire impossible. Et là, j'ai une question, vous, Thomas, en tant que la première plateforme, à mon avis, dédiée au local, entièrement au bio et au local. Selon toi, la démocratisation des produits locaux doit-elle passer obligatoirement par des grossistes régionaux spécialisés? Nous, le relais local, on est vraiment là pour effectivement. Alors, juste pour revenir sur le poids du local, moi je dis qu'un client qui se donne les moyens de bien travailler les produits locaux devrait facilement arriver à un poids de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20% du chiffre d'affaires de son magasin. Aller au-delà, vraiment, c'est un surinvestissement, enfin, c'est un investissement fort, des convictions qui va pousser effectivement le gérant du magasin à être à l'affût et vraiment pousser l'offre en local. Beaucoup de magasins sont à 3-4%. Ils ont un vrai potentiel effectivement d'aller chercher, à mon avis, un 15%. C'est un taux qui me semble raisonnable dans le réseau des magasins, en sachant qu'on peut bien évidemment faire beaucoup mieux et nous, on les accompagne pour ça.
Par rapport à cette problématique, effectivement, ce qui effectivement un magasin doit aller se débrouiller tout seul ou effectivement passer par une structure comme la nôtre, nous on ne souhaite pas opposer le producteur à la livraison directe et l'approvisionnement via une structure comme la nôtre. Enfin, trouver un producteur, aller dans les monts du Lyonnais pour la région lyonnaise, effectivement pour aller rencontrer un producteur, ça globalement c'est relativement facile à faire, ça prend un peu de temps. Rencontrer le producteur, discuter avec lui, se mettre d'accord, ça c'est des choses qui peuvent se faire. Ce qu'on nous on avait perçu, et c'est la raison d'être même du relais local, c'est effectivement c'est organiser cette même logistique. C'est comment faire en sorte que le producteur puisse livrer au magasin 3-4 fois par semaine, 5 fois par semaine des salades qui ont été coupées le matin même pour que le magasin puisse toujours avoir des fruits et légumes les plus frais possibles. Le producteur, il a ses marchés, il a sa production à assurer, il a éventuellement d'autres canaux de distribution, éventuellement il a une vie de famille aussi. Donc le sursolliciter pour qu'il vienne livrer quotidiennement des produits frais en magasin, c'est pas toujours une bonne solution. Parfois, j'entends des magasins qui me disent « Ah, c'est génial, mon producteur, il habite à côté de chez moi, je l'appelle, il m'apporte une bouteille d'huile de cameline ou un colis de carottes, c'est génial, en plus, j'ai le temps de discuter avec lui. » Oui, dans l'absolu, c'est génial. Parce qu'effectivement, ça crée du lien, on discute, on garde une proximité, un circuit court. Dans réalité, les producteurs, assez souvent, nous disent quand même, on adore le contact magasin, mais en fait, ça nous prend un temps fou pour aller livrer un colis à droite, à gauche. Moi, mon métier, c'est d'être dans mon champ, sur mon exploitation, et c'est cultiver. Et accessoirement, effectivement, le dimanche, j'aimerais bien le passer en famille. Déjà, je me lève à 3 h du matin tous les jours. Donc, nous, on est là pour leur enlever cette charge logistique et commerciale. Eux, leur métier, leur vraie valeur ajoutée, leur savoir-faire, c'est d'être en amont sur la partie exploitation. La partie logistique, ce n'est pas leur savoir-faire. On estime qu'on est plus pertinent qu'eux sur cette partie logistique. Donc, le fait de mutualiser la logistique, les livraisons, nous permet d'aller livrer tous les jours. Notre producteur, tous les matins, va récolter ses salades entre 6 h et 8 h du matin, nous les livre à 11 h du matin, et à 15 h, nous, elle part sur la palette à destination de notre client, mais avec un colis de saucisson, un colis de bière, un colis de savon, pour que tous les jours, il puisse avoir les produits frais dans son magasin. Donc, nous, dans notre approche, effectivement, quand on discute avec un magasin, on ne veut surtout pas remplacer un producteur ou un maraîcher qui est déjà en place. On dit, c'est très bien, effectivement, si vous avez déjà construit votre propre sourcing sur tel ou tel produit, continuez. Nous, on encourage vraiment, effectivement, à que chaque producteur puisse distribuer ses produits comme il le souhaite. Par contre, ton producteur, peut-être que assez rapidement, il n'aura plus de carottes, effectivement, il aura des trous de production. Donc, à ce moment-là, sache que nous, on est toujours là pour te proposer tel ou tel produit en local. Donc, on est vraiment là, en discussion avec les magasins pour faire en sorte que tout l'écosystème en local soit gagnant. Mais c'est vrai que le temps passé par un magasin pour faire le sourcing, passer la commande, réceptionner la commande, payer la facture, c'est chronophage, on a l'impression que ça ne l'est pas. Nous, quand on livre une palette à un magasin, on a en moyenne entre 15 et 18 producteurs différents sur cette même palette. Donc, ça serait d'autant de réception, livraison et autant même de camions sur la route en termes de bilan carbone. Le fait de mutualiser la logistique, il y a un vrai gain en fait en termes de nombre de kilomètres parcourus. Si chaque producteur devait livrer chaque magasin indépendamment dans toute la région, effectivement, on créerait un flux logistique très dense. Le fait de nous, quoi qu'il en soit, de faire un flux unique dans un camion qui est déjà dédié avec des transporteurs dédiés, dont c'est le métier, ça permet vraiment de rationaliser cette partie logistique. Tout à fait. À quand une antenne du relais local en Ile-de-France? Parce que nous, on rêve d'une solution telle que la solution de Thomas. La logistique, c'est vraiment un métier qui est très complexe. Et effectivement, quand on fait attention à son empreinte carbone, etc., on a envie de remplir des palettes et pas d'envoyer des petits colis pour être dans la logique. Donc, ce sera, à mon avis, certainement débattu lors du salon Natexpo. Alors, Valérie, je ne vous oublie pas, bien sûr. Hein, donc, concernant le parcours sur la tendance cosmétique premium, hein, donc intitulé Épure, on s'aperçoit que les consommateurs de cosmétiques bio sont attentifs à la composition de leurs produits, hein, bien sûr, mais aussi au code esthétique de celui-ci. En 2022, donc, Natexpo a créé spécialement, on va dire, la crème de la cosmétique bio, donc avec ce parcours pour les circuits de distribution spécifiques, hein, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, le haut de gamme, que ce soit l'esthétique, la parfumerie, le concept store, les grands magasins. Et par rapport à ce marché, comment votre société se positionne dans ce marché de la cosmétique naturelle et bio en pleine évolution? Alors, pour revenir sur le local et sur… Oui, alors,
Oui, quand même, Thomas. C'est vrai que nous aussi, on rêve d'avoir un relais pour pouvoir acheter plus local. Parce que c'est pas, enfin, on a tellement de métiers dans notre métier que pouvoir avoir un soutien là-dessus, ça serait juste formidable. Parce que en tant que marque cosmétique premium, on a aussi en face de nous la demande de local. Alors, local, nous on est dans le sud de la France, donc on essaie de sourcer des producteurs et on y arrive. Hein. On a fait par exemple une eau de pomme, on est allé à Manosque, on a une productrice certifiée bio où on a pu acheter ces pommes. On a eu double jeu parce que c'est des pommes qui étaient impropres à la consommation parce qu'elles n'étaient pas jolies. Donc on est très fiers de ce produit qui est complètement nouveau, une eau de fruits qui apporte tous ses bienfaits à la peau. Donc on est touché aussi par le local de notre côté, mais c'est très compliqué. Alors pour revenir au premium, notre positionnement, on a voulu, alors le métier de la beauté, la cosmétique, c'est tout d'abord le rêve. Il faut savoir faire rêver nos consommatrices et le rêve, on l'apporte par le packaging. Donc, on a beaucoup travaillé le packaging pour lui apporter cette thématique de Provence. On a travaillé nos peaux, c'est un encrier, c'est l'encrier de notre grand-père qui nous l'a inspiré. Donc, apporter des formes qui amènent dans la salle de bain aussi un esprit de décoration parce que la maison, elle doit être dans toutes les pièces. On doit avoir un esprit déco, tendance. Apporter aussi des produits qui ne soient pas une contrainte d'application, mais qui soient un réel plaisir. Une sensorialité, un petit peu des paillettes, tout en apportant cette rigueur du bio, c'est-à-dire qu'on source nos matières premières. Alors, une fois de plus, on essaie local, mais quand on va sur l'expertise de la cosmétique, on a cette difficulté il y a des ingrédients qui sont majeurs pour apporter une solution et une réponse à des problématiques de peau, au rajeunissement. Et ces ingrédients, on a du mal à les trouver local, on a du mal à les trouver en France. Donc à nous, par contre, on a un cahier des charges où on travaille en marché équitable. Voilà, c'est propre à notre marque et à notre philosophie pour arriver à associer la certification bio au rêve et à l'efficacité. Alors, je dirais que là où on se bat aujourd'hui, donc à travers notre packaging, à travers notre discours, nos conseils beauté, c'est de rassurer le consommateur qu'on peut avoir des produits sains, certifiés bio et efficaces. Là, c'est tout un travail. Donc, en travaillant on travaille avec notre laboratoire pour avoir des ingrédients, alors des formules très riches en actifs, apporter des textures très légères. Voilà, il y a une grosse évolution dans la formulation des produits. Le produit bio cosmétique, quand il est né, il n'y avait pas de parfum, c'était lourd, ça ne pénétrait pas, ça avait une senteur très forte. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire chez Lafarge et on arrive à avoir des produits sensoriels, glamour et efficaces. Alors, nous, on se bat clairement pour attester de l'efficacité de nos produits et que dans l'inconscient des consommateurs, quand on veut de l'efficacité, on peut aussi aller dans le bio. Alors, Valérie, la démarche de votre entreprise intègre, j'allais dire, des valeurs fortes, hein, comme vous le disiez, la fabrication française, voire locale, le respect du corps, de la nature, du savoir-faire artisanal. Mais on voit d'un autre côté aujourd'hui qu'on a quand même des cosmétiques qui sont peut-être un peu plus, entre guillemets, greenwashing. Hein. Même on constate aujourd'hui sur certaines études que 44% des Français considèrent la clean beauty comme une réalité. Quels sont, selon vous, les moyens à mettre en œuvre pour que la cosmétique bio garde vraiment son leadership et ses fondements, si je peux dire? Nous, la réponse immédiate que je vais vous dire, c'est ce pourquoi on va être aujourd'hui présent à Natexpo. Pour nous, c'est une valeur d'être à Natexpo, valeur de la qualité du bio et peut-être mettre fin à ce greenwashing. C'est très difficile pour nous de faire face. Aujourd'hui, si vous posez la question à un consommateur, il va vous dire que le naturel est mieux que le certifié bio. Il y a un amalgame de connaissances. Donc, on attend beaucoup du salon Natexpo de pouvoir échanger entre diverses marques, divers acteurs du bio pour ensemble trouver une solution pour mieux communiquer sur la cosmétique bio et avoir cette valeur que une marque locale, naturelle, qui n'est pas certifiée, elle est peut-être très bien, comme vous le disiez pour Aude ou pour Thomas, mais le fait d'être certifié, c'est un garde-fou qui fait qu'on ne peut pas passer outre
les exigences des labels. Et on ne devrait pas avoir de doute sur la qualité du bio et on ne devrait pas penser que le naturel est mieux que le bio. Je pense que c'est un peu comme vous, le local et le bio. On préfère le local au bio. Je pense qu'il y a besoin d'avoir plus de transparence sur notre certification. Et par rapport un peu au boom du solide, hein, donc qui a un peu révolutionné un peu le segment de l'hygiène et de la beauté ces derniers temps, comment la cosmétique premium, hein, donc vraiment vraiment la haute qualité et donc l'objectif de ce parcours Épure, comment elle voit cette tendance, parce qu'il y a aussi un côté, comme l'a fait le parcours zéro déchet mis en place l'année dernière, bon, ça donne aussi d'autres attentes. Et comment est-ce que le premium peut se situer par rapport à ce solide? Alors là, je dirais que c'est comme la cosmétique bio qui est arrivée sur le marché dans les premières années ou qui n'était pas très glamour. La cosmétique solide commence à évoluer, elle commence à être pertinente, efficace et utilisable par tout un chacun parce que ça demande quand même une prise de temps que tous les consommateurs n'ont pas pour aller dans le solide. Alors nous, on travaille dessus depuis déjà 2 ans. Aujourd'hui, on trouve que l'offre n'est pas assez aboutie pour être proposée à tout le monde. Le solide reste quand même face à un consommateur qui est averti, qui sait qu'il faut qu'il prenne le temps pour l'utilisation. Ça demande une préparation en amont pour pouvoir l'utiliser et tous les consommateurs ne sont pas prêts. Donc, nous, on essaie vraiment de travailler une solution en solide qui permette l'utilisation à chacun, même celui qui n'est pas averti, qui n'a pas le temps. Voilà, donc on préfère être un peu plus en recul à travers le solide pour arriver à une solution qui soit performante et adaptable à tous les consommateurs. Parce que le consommateur, il a envie d'avoir un produit le plus naturel, le plus local, le plus efficace, mais il faut qu'il soit facile, glamour. Donc ça demande énormément de travail de notre côté. Et nous, voilà, on a pris cette optique-là de dire, tant qu'on n'est pas prêt dans la formulation, qu'elle soit facile, glamour et efficace immédiatement, on préfère attendre et apporter le produit quand il sera complètement prêt. Mais je trouve que c'est bien d'avoir cette offre dans le solide parce que ça amène au zéro déchet. Alors nous, par contre, là, on va apporter des nouveaux produits pour Natexpo. On a plein de surprises pour nos clients et à faire découvrir à tout le monde. On va sur le vrac, donc le remplissage. On va dessus, même si ce n'est pas encore abouti, c'est très très difficile d'apporter une offre. Mais voilà, on a pris la décision de l'amener à Natexpo. Et je pense que là, on va pouvoir apporter une réponse à beaucoup plus de consommateurs que le solide. Même si le solide, je trouve que c'est une très très bonne idée et on y travaille dessus. Mais le vrac en cosmétique, pour moi, c'est une vraie réponse parce qu'une fois qu'on a trouvé un bon produit, une marque qui est adaptée à vos besoins, eh bien, revenir avec son flacon et le remplir, pour moi, ça va de soi. Bien sûr, il y aura une. Alors, je m'adresse à Florence parce qu'on bavarde, on répond aux différentes questions. Est-ce que Florence, au niveau du timing, comment ça se passe? On est bien, justement, j'allais rebondir Oui. sur la prise de parole de Valérie pour lui transmettre une question d'un auditeur. Où en est la cosmétique bio française par rapport au BDIH allemand? Alors, vous êtes Cosme Bio. Hein. On est Cosme Bio et on va sur le Cosmos. D'accord. Donc, BDIH, de toute façon, fait partie des cofondateurs de Cosmos avec Cosme Bio. Tout à fait. Si tu as d'autres questions, parce que moi, j'en ai d'autres à poser. D'accord. Alors, pour Thomas, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une grille, une politique interne par rapport à la rémunération de vos producteurs? Alors là aussi, moi, je fais toujours attention au dogme et dire effectivement la rémunération doit être telle ou telle. Aujourd'hui, le souhait effectivement de la rémunération, c'est un élément central quand on discute avec nos magasins. Comment est-ce que vous choisissez vos partenaires? Effectivement, c'est une question qui nous est posée souvent. Nous, à chaque fois, on échange avec nos producteurs. Alors, je parle surtout sur la partie maraîchage et arboriculture, où les prix fluctuent effectivement chaque semaine. Et c'est pas toujours évident, voilà, de savoir quel est le bon prix d'achat d'un légume ou d'un fruit. Nous, de par notre position, on arrive à avoir un peu une notion un peu plus large que certains de nos producteurs sur les prix du marché.
le producteur, effectivement, lui, voilà, il a son coût de production et il ne va pas forcément savoir quelle est l'évolution du prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, nous, on est en constante discussion avec eux. Donc, on va dire parfois un producteur, bah là, effectivement, ta courgette, le prix du marché est un peu en train de baisser, donc ce serait bien que tu puisses effectivement t'aligner si tu le souhaites pour effectivement qu'on puisse augmenter les volumes. S'il ne le souhaite pas, effectivement, bon, on respecte le prix proposé par le producteur. Donc, systématiquement, effectivement, nous, on va aller toujours dans le sens de ce que le producteur va nous proposer. On va échanger avec eux. De la même façon, de temps en temps, on va même proposer à notre producteur d'augmenter son prix. Là, sur les haricots verts, par exemple, on est peut-être 1 euro ou 2 euros moins cher que le prix du marché au niveau France. Donc, on va dire à notre producteur, bah là, tu peux te permettre d'augmenter un peu ton prix parce que le cours de marché est en train de remonter. Nous, on a une volatilité prix qui est beaucoup moins importante que ce qu'on peut trouver avec des grossistes nationaux. Nos producteurs, on va fixer un prix globalement assez stable sur toute la saison qui va lui garantir justement ses justes rémunérations. En gros, c'est un coût de fabrication, une marge et ensuite un prix qu'il va nous proposer. Malheureusement, on a souvent au niveau national, on a des courtes fluctuations. On a notamment nos amis bretons, pour ne citer que, qui font un peu la pluie et le soleil, par exemple sur les tomates. Dès qu'il y a un surplus de production, et du coup, les prix de la tomate vont s'effondrer. Nous, on ne va pas baisser notre prix, on ne va pas demander à notre producteur de faire effondrer son prix de la tomate parce qu'effectivement, il a un vrai coût de revient. À l'inverse, on est en fin de saison, là, les prix de la tomate est en train de remonter en flèche. Nous, on va continuer à proposer un prix intéressant, effectivement, parce que notre producteur, lui, son coût de production n'a pas varié. Donc, on est plutôt dans une discussion ouverte avec tous nos producteurs pour bien évidemment leur garantir une juste rémunération. Il y a une notion de prix de marché quand même qui est importante, et c'est aussi le cas pour les produits d'épicerie et les produits frais. On ne fait pas du local pour faire de l'épicerie fine. Et avoir juste une étagère produits locaux, un logo sur la vitrine et faire en sorte que, voilà, on ne fait que communiquer. On est là pour que les produits locaux se vendent. Donc, pour qu'ils se vendent, il faut quand même qu'ils soient relativement accessibles. Donc, voilà, on est en discussion toujours avec nos producteurs pour faire en sorte qu'on arrive à trouver le bon prix pour que le produit se vende et que ce ne soit pas qu'un produit d'étagère. Mais voilà, il faut rajouter pour dire que les temps 2022-2021 étaient déjà un peu compliqués avec sur la partie maraîchage, avec les aléas climatiques. 2022 reste aussi très compliqué. Et beaucoup de nos producteurs, effectivement, manifestent effectivement des inquiétudes par rapport à une solvabilité à long terme sur leurs exploitations. Donc, nous, on est là pour les soutenir au maximum et il faut que toute la filière soit solidaire parce qu'effectivement, il faut qu'on soit cohérent dans l'offre qu'on propose à nos clients et voilà, qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on s'assoit. Les prix sur le maraîchage, par exemple, en 2022, au niveau national, ont plutôt été à la baisse parce qu'effectivement, il y a eu une surproduction en début de saison à cause des vagues de chaleur. Et certains de nos producteurs nous disaient, nous, à ce prix-là, on est incapable de vendre. Ils ont préféré passer un coup de tracteur dans leur champ plutôt que de vendre et ramasser des courgettes qu'ils achetaient, qui étaient sur le cours de marché à 80 centimes. Alors, ce n'est pas du tout le prix, c'est 2 fois moins cher que le prix réel du marché. Il y a certains de mes producteurs qui ont préféré mettre un coup de bulldozer dans leur champ. Et moi, je suis attristé quand j'entends ça. Donc, il faut qu'on soit tous cohérents. Je pense effectivement peut-être qu'on apprenne mieux à discuter. Alors, on n'a pas le droit de discuter des prix avec nos concurrents, mais qu'il y ait une vraie cohérence, une vraie logique pérenne pour garantir la survie des exploitations, parce qu'on peut vite être inquiet si on continue dans cette direction-là. Est-ce que, Florence, tu as d'autres questions? Non, je pense que c'est bien. Après, voilà, il reste quelques minutes. Oui, moi j'avais encore une dernière question à poser un petit peu à tout le monde. C'est vrai, dans ce contexte incertain que nous traversons actuellement, face à la guerre à l'Ukraine, les restrictions, on a vu les incertitudes climatiques. Bon, vient se greffer aujourd'hui l'inflation, donc ça touche aussi bien, je pense, sur des produits haut de gamme. Mais aussi le local. Pensez-vous que le local et le bio pourraient être une des solutions pour notre sécurisation alimentaire et aussi, comme tu l'expliquais tout à l'heure un peu sur les prix, sur un bouclier face aux hausses des coûts de matières premières et parfois certaines pénuries? Alors, on a de la chance dans la bio, on a construit des filières. Donc déjà au niveau secteur d'activité, on a été un petit peu sécurisé par rapport à ce qu'on peut trouver en conventionnel. Moi, j'aurais tendance à dire effectivement que l'histoire va dans le sens du local aussi, effectivement, par rapport aux pénuries d'énergie, par rapport aux restrictions environnementales. Naturellement, effectivement, faire venir des produits de Bretagne pour livrer des magasins de la région lyonnaise ou même du sud de la France, le coût logistique il va être tel à un moment donné que ça sera plus possible, ou en tout cas plus à des prix raisonnables. Donc là, le local,
si parfois on a affaire à des structures plus petites, ou parfois des coûts de revient un peu plus élevés que les grandes exploitations qu'on peut trouver, encore une fois, je reviens à la Bretagne ou dans les Landes sur certains produits, le coût va effectivement à un moment donné va se croiser. Et j'ose espérer que nos producteurs locaux auront un vrai avantage prix parce qu'effectivement, le coût du transport va être amoindri, le coût de l'énergie effectivement fera en sorte que, voilà, puis les restrictions environnementales feront que la priorité sera sur le local. Donc moi, je suis très confiant. Voilà, on parle beaucoup de relocalisation des secteurs de consommation par rapport à la production et malheureusement, ces événements auraient tendance à nous donner raison sur le fait de relocaliser notre approvisionnement. Et pour vous, Aude, je sais que par rapport au blé dur, on importe quand même pas mal de blé dur en bio aussi, hein, de pays comme l'Italie. Comment est-ce que là, bon, c'est effectivement une aubaine, une opportunité, malheureusement, ce climat incertain? Bon, les marques qui allaient chercher leur blé dur à l'étranger continueront d'aller chercher leur blé dur à l'étranger. Effectivement, la plupart des grandes marques aujourd'hui vont chercher leur blé soit en Italie, j'ai envie de dire c'est le mieux, hein, sinon ça peut aller jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande, même sur des grandes marques qui sont réputées de qualité. En tout cas, je pense qu'effectivement, le contexte actuel est un petit peu particulier, mais participe à une prise de conscience sur la sécurité alimentaire et sur le fait que consommer bio et local, effectivement, c'est quand même gage aujourd'hui de qualité, de sécurité. Et puis voilà, encore une fois, d'être dans une démarche qui est responsable au niveau de notre consommation. Après, c'est vrai que il y a quelques années, la part du budget qu'on allouait à l'alimentaire était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut que cette prise de conscience fasse que le consommateur se dise « Ok, je vais allouer un budget plus important à mon alimentation, mais je sais que je vais sereinement, j'ai envie de dire, sainement et sereinement. » Bien fait. Pour Valérie, alors le côté inflationniste, bon, on voit que le pouvoir d'achat reste quand même une préoccupation première. Donc, avec l'arrivée peut-être de produits plus haut de gamme, comment est-ce que là, les répercussions qu'ils peuvent avoir sur votre activité? Alors, on va dans l'inconnu total, j'avoue. On essaie de maîtriser le plus possible, mais on a des augmentations. On essaie de diminuer nos marges pour apporter un produit qui corresponde au marché. Même si on est en premium, on se doit d'avoir un prix psychologique et on essaie de tout mettre en œuvre, mais là, on est dans l'incertitude et on attend de voir comment ça va se passer. Après, le consommateur, notre typologie de client est attaché à avoir un produit de qualité, un produit certifié bio, et il est prêt à avoir un budget face à sa consommation. C'est un moment de plaisir, même si c'est ludique et simplement pas essentiel, mais ça reste un moment voilà, où on privilégie de s'occuper de soi sainement, avec un beau produit. Donc, on a quand même une clientèle qui réserve un budget A et puis on a su, nous aussi, faire un prix qui nous semble acceptable par les consommateurs. Donc, voilà, on va un petit peu vers l'inconnu quand même parce qu'on a des augmentations qui sont assez importantes dans tous les secteurs. Et la saison qu'on a vécue aussi n'est pas propice non plus, hein. On a un petit peu tout aujourd'hui contre nous. Effectivement, il ne faut pas céder à la tentation de paupérisation, de dégradation de la qualité de l'offre. Je pense qu'il faut qu'on maintienne nos standards de qualité, c'est ce qui nous différencie. Par contre, il faut qu'on explique mieux nos différences, c'est la démarche. Pourquoi, effectivement, oui, peut-être la juste rémunération du producteur, ça a un coût. Les coûts de fabrication, le vrai coût d'un produit, c'est celui-ci. Donc ça, il faut qu'on l'explique. Là où peut-être parfois on était un peu trop timide dans notre discours, il faut qu'on prenne un peu plus la parole pour essayer d'expliquer la vraie valeur de chaque produit, les composantes effectivement des démarches qu'on met en place. Il ne faut surtout pas se dire, voilà, faire une offre premier prix, ce sera la solution, en tout cas, pas, à mon avis, pas à long terme. Oui, je pense que pour toutes les marques, il y a un grand travail de pédagogie en fait à intégrer à la communication.
Je reviens sur la marque CQFD. Je tendais pas CQFD, pardon, excusez-moi. C'est qui le patron? Excusez-moi. J'entendais l'interview là du directeur de cette entreprise à la radio l'autre jour, qui expliquait effectivement, voilà, eux, ils ont une démarche, ils vendent leur lait plus cher que la plupart des laits qu'on trouve en grande distribution, et pourtant c'est devenu la première marque de lait en magasin. Donc le prix n'est pas la clé d'entrée. Simplement, ils ont, de par leur démarche, mieux expliqué pourquoi le lait était plus cher. Parce qu'on rémunère justement de manière viable le producteur. Allons dans cette démarche d'explication, de vulgarisation de notre démarche, et je pense qu'on aura dans le vrai. Oui, la qualité restera toujours une valeur refuge aussi, hein, quoi qu'il en soit, même dans des périodes plus compliquées. Alors, peut-être pour compléter ces sujets, hein, il faut savoir qu'il y aura de nombreuses conférences qui seront présentées lors de Natexpo. Florence parlait qu'il y avait plus de 200 conférences qui seront faites sur le salon du 18 au 20 septembre. Entre autres, il y aura Thomas, tu interviendras toi sur l'espace Agora, donc sur une table ronde qui s'intéressera à l'offre locale, un premier relais d'attractivité en magasin bio. On en a effectivement évoqué certains points. Il y aura aussi, nous, sur le forum Biotendance, donc biolinéaire, avec Sauveur Fernandez qui fera une conférence sur le locavorisme et le bio. Donc la nécessaire alliance, donc il y a trois. Le programme est disponible de toute façon sur le site de Natexpo et bien sûr sur celui de Biolinéaire. Pour le cosmétique, là aussi il y a quand même beaucoup d'interventions via le forum donc de Cosmébio sur tout ce qui est innovation cosmétique, sur des nombreuses conférences sur la réglementation, sur les tendances, les marchés, etc. Et puis il y a aussi bien sûr sur le forum Natexbio, la maison de la bio, avec entre autres l'intervention de Cosmébio, entre autres sur le label BioD et Cosmébio et le Synabio. Voilà, donc je pense que si Florence, tu as d'autres questions, on est. Non, j'allais terminer et je compléterai sur la cosmétique que Cosmébio propose aussi un testing bar avec les produits de ses adhérents qui sont présents sur le salon. Donc, je pense que ceux de la phare seront bien évidemment sur ce testing bar. Non, voilà, je pense qu'on a fait le tour pendant cette petite heure. Je voulais vous remercier, Aude, Valérie et Thomas, d'avoir accepté d'intervenir. Je vous retrouve avec plaisir sur le salon. Antoine, évidemment, qui nous suit depuis, ça ne va pas nous rajeunir, mais des dizaines d'années à Natexpo et à la place également, évidemment. Et je vous donne rendez-vous dès dimanche 18 septembre à Natexpo. Et puis, petite nouveauté, juste après le salon, on lancera un nouveau webinar dont on réfléchit encore au titre, mais qui permettra de voir un petit peu ce qui a plu et ce qui a moins plu à chacun. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis merci. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. Donc, parce que ça va très vite arriver. Exactement. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.